Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée de ce mercredi 6 avril. Au lendemain du décès du maire de Morne-à-l'Eau, les hommages se multiplient. Jean-Claude Lombion s'est éteint hier à l'âge de 64 ans des suites d'une longue maladie. Président de l'Association des maires de Guadeloupe, premier vice-président de la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Air. Il dirigeait la commune de Morne-à-l'Eau depuis 2008. Ambiance ce matin dans les rues mornaliennes avec Muriel Barlagne. Philipson Francfort est le premier adjoint au maire de Morne-à-l'Eau. Depuis quelques mois, il remplaçait Jean-Claude Lombion, obligé de s'absenter pour se soigner. Plus qu'un collègue, un ami d'enfance et un compagnon de lutte, le décès du maire le laisse très attristé. Eh bien, je voudrais souhaiter transmettre mes condoléances à toute la famille Lombion, une famille qui est ancrée au niveau de cette commune et que je connais très bien parce que nous avons été amis d'enfance et nous avons grandi ensemble. Donc vraiment, je transmets mes condoléances à cette famille, cette grande famille. L'homme que je connais, que j'ai connu pratiquement sur les bancs de l'école, nous avons grandi ensemble et donc nous avons fait un parcours politique depuis 1995 avec Julien Chauvineau, nous étions sur la même liste. Ensuite, moi je suis parti parce que j'avais d'autres responsabilités et en 2008, tout naturellement, il m'a rappelé et donc nous avons fait une mandature. En tant que deuxième adjoint, j'ai apprécié, j'ai de nouveau travaillé sérieusement pour la commune de Morne-à-l'Eau et donc c'est une perte. C'est vraiment quelqu'un que j'estimais beaucoup, un homme vraiment droit et surtout un militant. Et c'est justement par rapport à ce militantisme, par rapport au fait que nous étions deux militants convaincus, nous avons pu travailler sans aucun problème sur le territoire de la ville de Morne-à-l'Eau. Adolphe Daraz a lui aussi connu Jean-Claude Lombion sur les bancs de l'école au cours moyen 2. Pour lui, quel que soit son bord politique, on ne peut que reconnaître les qualités humaines de cet homme qui était resté discret et réservé tout en étant proche de la population. Ça fait mal d'entendre M. Mo, parce qu'il y a plein de machins, on entend des mots. Bon, il était malade, d'accord. Nous savons, il faut tout le monde mot. Mais on ne va pas attendre que ça t'aille brutalement comme ça, quoi. Nous toujours parlons, nous toujours contre, nous toujours parlons au moment, nous toujours de toute façon, nous toujours parlons un petit moment. Hein. Là, de contre, je dis, alors, et toi, comment ça va, on va parler au moment. Il faut un grand parcours politique, et puis, vous savez, la maladie, quand interrompt la vie. Hein. Après avoir succédé à Julien Chauvineau qui avait démissionné en 2005, Jean-Claude Lombion était parti en campagne en 2008 avec le mouvement populaire mornalien, son parti créé pour l'occasion. C'est là qu'il avait été élu maire pour la première fois par les administrés. Sa mort les attriste, mais il l'accueille avec une certaine sagesse. À la mort, bon, on ne peut pas se distancer de ça. Nous sommes des humains, on doit tous passer par là. Moi, je l'ai bien apprécié en tant que maire. C'est un maire très calme, très discret. Et puis, c'est triste quoi, pour nous. Ah ben, c'est un grand tour vide sur la commune de Morne-à-l'Eau. C'est un homme très gentil, très appréciable. Il était avec tout le peuple. Il parle avec tous les gens très bien, il n'y a pas de souci. Lorsqu'on le rencontrait, on pouvait lui parler, on pouvait lui présenter notre problème, qu'il était très à l'écoute de la population, qu'il était très proche de nous. Il a voulu faire beaucoup pour Morne-à-l'Eau et puis nous l'apprécions beaucoup. Les habitants de Morne-à-l'Eau perdent un homme de conviction, passionné de politique, celui qui avait signé un contrat mornalien pour redresser la situation de la commune. Sa mort laissera un grand vide. Et Jean-Claude Lombion a longtemps milité au sein du Parti communiste guadeloupéen. Je vous propose d'écouter la réaction d'Alain Félix Flémin, le secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Il est interrogé par Jacques Damprobe. Lorsque vous perdez un camarade, quelqu'un avec qui vous avez milité pendant de nombreuses années, bien vous ne pouvez qu'éprouver d'une grande tristesse et une réaction aussi d'émotion en direction de sa famille, à laquelle j'adresse les condoléances du Parti communiste guadeloupéen. Une réaction aussi d'émotion en direction de la population de Morne-à-l'Eau qui perd leur maire. Donc j'adresse aux Mornaliens
bien là aussi les vœux de réconfort du Parti communiste guadeloupéen. Jean-Claude Lombion, c'était un militant du Parti communiste guadeloupéen pendant de nombreuses années. Il a plus milité au parti, mais il a continué à défendre son idéal communiste, son idéal de Guadeloupéen à la cause et au service des travailleurs et du peuple guadeloupéen. C'était d'abord un grand internationaliste, un Caribéen qui a beaucoup œuvré dans la Caraïbe pour que la Guadeloupe prenne toute sa place dans son environnement naturel qu'est la Caraïbe. Donc Jean-Claude Lombion restera dans la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour la cause de l'émancipation du peuple et du pays Guadeloupe. C'est un grand militant qui s'en va et nous nous inclinons respectueusement devant sa mémoire. Jean-Claude Lombion, il a fait ses choix. Je crois qu'il a servi en fonction de ses convictions. Il est allé au bout de son idéal. Il était surtout porté par un idéal qui ne l'a jamais quitté. Et hommage doit lui être rendu pour ça. Il n'a jamais changé de cap. Le cap de l'émancipation, le cap de l'anticolonialisme, le cap de la souveraineté du peuple guadeloupéen, le cap de la lutte des travailleurs. Nous avons eu ces dernières années des différences, voire des divergences d'appréciation et de stratégie, mais il est toujours demeuré un militant fidèle à son idéal. Et les hommages des personnalités politiques guadeloupéennes ont continué d'affluer ce matin. Le maire du Gosier, Jean-Pierre Dupont, salue la mémoire d'un militant dévoué et souligne son engagement pour la coopération caribéenne. De son côté, le maire de Baie-Mahault, Hélène Polifonte, parle d'un grand homme politique et d'un fervent militant et défenseur qui a œuvré durant toutes ces années pour sa population et la Guadeloupe. On passe à l'actualité sociale. Un mouvement de grève illimité a été lancé depuis ce matin à la mairie de Déé à l'initiative de l'Union des agents des collectivités locales affiliées à la CGTG. Dans un communiqué, le syndicat annonce qu'il entend faire respecter les revendications des agents de la catégorie C, soit l'échelon le plus bas dans la fonction publique territoriale. Alors qu'une grève débute à la mairie de Déé, une autre est peut-être sur le point de se terminer à Canal+, Canalsat Antilles. Après la reprise des négociations hier, la direction doit faire une proposition de réintégration de la salariée licenciée. Un nouveau rendez-vous est prévu vendredi matin entre les parties en conflit. Un conflit qui, on le rappelle, a démarré le 2 mars dernier. Ils ont choisi d'être au service d'une collectivité pour effectuer des missions citoyennes. Il y a quelques mois, de jeunes Pointois ont choisi de tenter l'expérience du service civique volontaire. Muriel Barlagne a d'ailleurs suivi le quotidien de ces jeunes volontaires. Son reportage. Tous les 6 mois, la maison de quartier des Lauriers recrute une 50aine de jeunes dans le cadre du service civique. Une 30aine d'entre eux sont affectés à la branche environnement. Tous les matins, à partir de 6 h, ils entretiennent les espaces verts dans différents quartiers de Pointe-à-Pitre. Steve Campbell est l'encadrant général, c'est lui qui organise le travail, mais il doit aussi accompagner les jeunes engagés. Notre travail consiste à encadrer les jeunes en priorité sur le terrain et parler avec eux un petit peu pour savoir quels sont leurs projets professionnels. Et ensuite les aider à s'exprimer un peu avec leurs tuteurs, surtout de leurs projets professionnels, parce que c'est surtout je dirais, ce serait le plus important pour eux de parler de leurs projets professionnels. Enlever les feuilles mortes, les bouteilles et autres détritus, couper l'herbe, tels sont les types de tâches confiées à ces volontaires. Le service civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et aux personnes en situation de handicap jusqu'à 30 ans. Pour une somme allant de 573,65 € à 680,15 €, ils acceptent une mission au service de l'intérêt général dans 9 domaines d'action, parmi lesquels l'environnement. Pour s'engager, il n'y a pas de condition de diplôme, c'est le savoir-être et la motivation qui servent de critères de sélection. Les profils des candidats sont variés. Il y a de ceux qui ont déjà des enfants, il y en a qui n'en ont pas. Alors, ce sont des jeunes qui ont déjà des diplômes parfois et d'autres qui n'en ont pas. Il y a de ceux qui voulaient commencer une formation mais qui se sont pris en retard. Alors on leur a proposé un service civique ou bien ils ont vu
à la télé les publicités du service civique pour venir et pour ne pas rester à rien faire pendant 6 mois. Laurent Sigiscard est sorti du système scolaire au collège en 3e. À 21 ans, il rêve de travailler dans la mécanique. Le service civique, je t'en ai parlé par un ami et ça m'a intéressé. Alors j'ai dit que bon, je vais m'inscrire et tout pour voir un peu comment ça se passe et tout. Et c'est comme ça que je suis venu, je suis rentré dans le service civique. Et avec mes encadrements, avec les collègues aussi et tout, parce que c'est pas vraiment une mission. Cette mission, ça se passe plutôt bien. Dans la branche environnement, il y a surtout des hommes. Mais cela ne fait pas peur à Diana Alexander. La jeune femme de 24 ans s'est engagée pour 6 mois au service civique grâce à des amis qui en avaient eux-mêmes fait l'expérience. J'attends tout d'abord de pouvoir, qu'ils puissent pouvoir m'apprendre déjà ce métier, parce que c'est pas un truc que je connais du tout, c'est pas un truc que j'ai fait, qu'ils m'apprennent ce métier et pourquoi pas déboucher sur autre chose, c'est-à-dire un travail dans ça, mais sous longue durée. Pour certains, c'est un premier pas dans le monde du travail. Pour d'autres, c'est l'occasion de découvrir un nouveau métier. Instauré par la loi du 10 mars 2010, le service civique est un bon moyen de sortir de l'oisiveté pendant quelques mois et de se remettre en selle pour un nouveau départ. En savoir plus sur ses origines et plus particulièrement sur ses origines indiennes, c'est ce que propose désormais 2 fois par mois le Memorial Act, qui a mis en place des ateliers d'aide à la généalogie sur les racines indiennes. Les participants ont pu faire hier des recherches sur leurs origines, mais aussi réaliser un arbre généalogique, un atelier animé par Jacques Caillachon. Reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Ça se passe plutôt bien. Initié à une connaissance des racines historiques du reflet indien, de la créolité identitaire guadeloupéenne, c'est le thème de ces ateliers généalogiques. Objectif, donner à ces stagiaires les outils nécessaires pour avancer dans leurs recherches. Nous utilisons comme support l'immigration indienne en Guadeloupe et de façon plus précise des actes d'état civil d'immigrants indiens décédés en Guadeloupe et surtout de leurs descendants nés en Guadeloupe. Voilà, alors c'est sur cette base-là qu'on peut à la fois parler d'immigration indienne et de généalogie, ce qui nous permet de marier les deux aspects. Il y a beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire que bon, principalement quand même les gens qui à un moment ou un autre de leur vie entament des recherches généalogiques, le font soit par loisir ou par plaisir, ou qu'à un certain moment ils ont besoin de mieux connaître d'où ils viennent, comment ils s'inscrivent dans une histoire, et donc c'est quand même utile à la constitution de la personne. Alors je suis là aujourd'hui pour participer à cet atelier juste pour connaître mon origine et transmettre à mes parents, mes cousins, mes neveux, toute la descendance, quoi. Et je vous assure que c'est très passionnant et très intéressant de découvrir quelque chose. Et en découvrant certaines informations, je me sens grandir. Le Memorial Act souhaite ainsi inciter les participants à réaliser eux-mêmes leurs recherches. Donc il faut savoir que l'exposition permanente retrace l'histoire de l'esclavage. On a une histoire qui est assez douloureuse, d'où est extrait nos noms. Donc on part d'un ascendant et on descend jusqu'à nous. Mais le but, c'est de vraiment partir de soi et de remonter le plus loin possible pour pouvoir retracer sa lignée. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous avons une proposition d'atelier de recherche généalogique liée à la famille indienne, parce qu'effectivement, c'est un aspect qui manque. Beaucoup de villes en Guadeloupe proposent des ateliers de recherche générale, de recherche de famille antillaise, mais cette particularité famille indienne ou éventuellement famille syrio-libanaise n'existait pas encore. Donc, nous avons fait le choix de nous axer sur cette population. Ces ateliers de recherche généalogique du mardi auront lieu tous les 15 jours. Ils se composent de 2 modules de 2 heures, de 14h à 16h et de 16h à 18h, à la médiathèque du Memorial Act. On part en Amazonie avec des chiffres qui confirment que la Guyane est devenue un lieu de passage du trafic de drogue dans la région. L'an dernier, les douanes ont saisi 372 kilos de cocaïne en Guyane. C'est 3,5 fois plus de poudre blanche qu'en 2014. Le nombre de mules interpellées, en particulier à l'aéroport Félix-Éboué de Cayenne, est également en augmentation. D'une année à l'autre, il est passé de 128 à 176.
La Guyane qui nous emmène à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe, avec notamment le scandale du Panama Papers où de plus en plus de noms de personnalités politiques sont cités. Dernier en date, le Premier ministre britannique David Cameron. Il sera également question ce midi d'une conférence consacrée à la communauté LGBT. LGBT, c'est lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Cette conférence se déroulera prochainement aux îles Caïmans. Voici l'actualité Caraïbe. David Cameron, atteint par le Panama Papers, le scandale financier qui touche une large partie du monde politique et des affaires internationales. Le Premier ministre britannique refuse de dire si la fortune familiale est toujours basée à l'étranger dans un paradis fiscal des Caraïbes. Pour information, son défunt père, Ian Cameron, dirigeait la Blaymore Holding, un fonds d'investissement basé aux Bahamas, puis à Panama, dont les profits ont échappé au fisc britannique pendant 30 ans grâce à un montage compliqué via le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. L'affaire était à la une de presque l'ensemble des journaux britanniques. Elle tombe d'autant plus mal pour David Cameron qu'il doit présider le mois prochain à Londres un sommet anti-corruption et qu'il prône régulièrement la lutte contre la corruption et la transparence. C'est une première pour cette Lucie en matière de blanchiment d'argent. Un ressortissant vénézuélien a été condamné à 12 mois de prison ferme après que les autorités locales ont trouvé une importante somme d'argent dans sa chambre d'hôtel et dans son estomac. Reglio Jesus Reyes Patino détenait dans sa chambre des sacs d'argent en dollars, mais aussi en euros et en bolivars, et même en monnaie chinoise. D'autres devises sont en cours d'analyse à l'hôpital où il subit un lavage d'estomac. Toute la question pour les autorités locales est de savoir comment les blanchisseurs continuent de trouver des moyens pour rapatrier les profits de la drogue. Cette Lucie est-elle une plaque tournante du blanchiment des cartels colombiens et vénézuéliens avant l'entrée de l'argent aux États-Unis ou en Europe? L'argent va-t-il directement dans une banque des Caraïbes ou reste-t-il simplement en transit avant d'être rapatrié vers d'autres banques? Autant de questions qui restent en suspens et sur lesquelles se penchent les autorités internationales. C'est le révérend Alan Wilson qui sera l'un des principaux orateurs de la conférence consacrée aux LGBT, les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, qui se tiendra aux îles Caïmans. Le révérend est l'auteur du livre More Perfect Union ou Comment comprendre le mariage de même sexe, un ouvrage dans lequel il offre un argument biblique en faveur du mariage homosexuel et les défis que doit relever l'Église face à la grave homophobie qu'elle a institutionnalisée. Le référent Wilson va encore plus loin en affirmant que sur 10 églises d'Angleterre, il y en aurait au moins une dont le curé serait secrètement homosexuel. Et cette conférence intervient après celle tenue l'an dernier sur l'égalité des sexes et qui a suscité de nombreuses controverses. À cette occasion, le député des îles Caïmans, Anthony Eden, avait tourné en dérision les gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres dans leur demande d'être reconnus civilement et a averti que la prochaine étape serait la bestialité, que les gens demanderont le droit de faire l'amour avec des animaux. Dans un discours qu'il a axé sur la Bible, Eden avait affirmé que Satan logeait dans le corps des homosexuels et qu'ils sont un mal social et moral pour la société. Le parlementaire avait invité l'assistance à exercer des violences envers les LGBT afin qu'ils retrouvent le droit chemin. Eden a aujourd'hui démissionné après que le gouvernement des îles Caïmans a reconnu des droits civils pour les conjoints des homosexuels. La prochaine conférence sur les LGBT prévoit donc d'être animée. Ouvrons à présent notre page des sports avec du football et les matchs allés des demi-finales du trophée Margaillard en Guadeloupe. C'était hier soir. Le CSM a pris une option sur la qualification en s'imposant 2-0 contre le Sirocco. Dans l'autre demi-finale, l'Étoile de Morne-à-l'Eau et la Gauloise se sont quittés sur le score de 2-2. Du foot encore avec les deux premiers matchs des demi-finales de la Coupe de Martinique. Le club franciscain a éliminé hier soir le Racing Club de Rivière-Pilote sur le score de 1-0. Et puis le Golden Star s'est qualifié aux dépens de l'Essor Préchotin grâce à sa victoire 3-2.
En tennis, Gianni Mina, lui, s'est qualifié pour le second tour de l'Open de Guadeloupe. Le Guadeloupéen a profité hier de l'abandon lors du 3e set de son adversaire, le jeune Canadien Félix Auger. Ce dernier a jeté l'éponge en raison de problèmes cardiaques liés certainement à nos conditions climatiques. Gianni Mina qui affrontera donc pour le second tour ce soir vers 18h30 l'Américain Rajiv Ram. Enfin, sachez que cet après-midi, le village de l'Open de Guadeloupe est largement dédié aux enfants avec notamment une séance de dédicace avec le parrain de la compétition, Michael Yodra. Ce sera vers 15h. Alors hier, en marge de l'Open de tennis de Guadeloupe, les personnes en situation de handicap ont pu justement s'initier au tennis. Ils étaient une petite soixantaine à découvrir ce sport. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. 59 personnes en situation de handicap se sont initiées à la pratique du tennis sous toutes ses formes. Objectif, les inciter à la pratique du sport. Aujourd'hui, ce sont des centres gérés par le conseil départemental et aussi par la PAGE. Et donc, ces personnes sont résidentes dans les formations ou sont des travailleurs adaptés pour continuer le travail commencé, à savoir de sensibiliser les personnes en situation de handicap, tout handicap, toute personne qui a des difficultés à bouger, on va dire. Donc les sensibiliser au fait qu'ils peuvent faire aussi du tennis. Ludovic est en 2e année de STAPS, spécialisation activité physique adaptée. C'est aussi l'occasion pour lui de se familiariser avec ce milieu dans lequel il pourrait évoluer professionnellement. Alors pour eux, c'est déjà au niveau de la vision, d'essayer de visualiser la balle. Pour celui qui renvoie, pour essayer de faire attention à tenir un peu la raquette. Et pour le dernier, c'est à voir un peu la trajectoire pour faire attention lorsque la balle remonte, travailler la motricité un peu, se bouger, travailler, donc voilà. Pour Marc, cette journée d'initiation fait aussi ressurgir des souvenirs de son passé de sportif. J'essaye juste un peu me défouler puis reprendre mes marques que j'avais laissées depuis que quand je faisais du squash et puis un peu de tennis en EPS. À Sarcelles. Terre d'entraînement de champions olympiques en provenance de l'Hexagone, la Ligue Handisport a pour objectif de faire émerger nos talents guadeloupéens. Il en va de même pour la Ligue de tennis. Avec ce 3e rendez-vous handisport, la Ligue souhaite ainsi pérenniser l'initiative en formant notamment ses cadres et en mettant également les structures aux normes afin de dispenser des cours collectifs d'adultes, mais aussi des cours d'école de tennis. Cette édition touche bientôt à sa fin, mais avant, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. À Morne-à-l'Eau, des travaux sur le réseau ont lieu depuis ce matin. Conséquence, les secteurs de Belle-Espérance, Oudan, Perrin et Vieux-Bourg sont privés d'eau potable. Retour à la normale en fin d'après-midi. Et puis aux Abîmes, des perturbations, voire des manques d'eau se font ressentir également depuis ce matin. Dans le Bourg, Caduc, Chazot, Dotémar, Palais-Royal, Perrin, Pointe-d'Or, Providence, 4 chemins et Zac de Dotémar. Tout devrait rentrer dans l'ordre dans les prochaines heures. La couleur du ciel pour cet après-midi, on va avoir le droit à un ciel partagé entre les éclaircies et les passages pluvieux. Seule la région pointoise devrait être épargnée par les gouttes de pluie. Les températures, elles afficheront cet après-midi entre 27 et 30 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez revoir, je vous le rappelle, sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre rubrique sportive Minute Sport, suivie de journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.